Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme Sonia vient de le dire, j'étais DRH du groupe La Poste. Je ne le suis plus, je suis à la retraite. Mais j'ai été DRH entre 2012 du groupe et 2017, fin 2017. Et Jean-Paul Bailly, le président d'alors, m'avait demandé de le rejoindre au sein du COMEX pour reprendre cette fonction, reprendre le dialogue social et sortir de la crise qui avait débuté début 2012. Vous avez sans doute entendu parler du rapport Caspar, de la commission Caspar, voilà, qui avait été un des moyens de discuter, de reprendre un peu le dialogue entre partenaires autour de l'avenir de la Poste. Et je suis donc arrivée en septembre 2012 lorsque Jean Caspar, ancien syndicaliste, avait remis son rapport à Jean-Paul Bailly. Alors avant de vous décrire quelles sont les pratiques et les convictions que j'ai tirées de mon expérience de DRH du groupe La Poste, je voudrais vous dire quelques mots de La Poste. La Poste, c'est une très grande entreprise, puisqu'elle comprend aujourd'hui près de 260 000 salariés, un peu moins de 30 000 à l'étranger et le reste en France. Une très très grosse maison mère, 220 000 salariés. Une entreprise pour laquelle la transformation quotidienne sur le court et sur le long terme est indispensable. Bien sûr, transformation de ses statuts, mais ça c'est ancien, puisque c'est depuis 91, 92, 93 que la transformation du statut du ministère des PTT à l'établissement public d'abord, puis à la société anonyme en 2010, la Poste s'est transformée. Ses personnels ont transformé leur statut. On ne recrute plus de fonctionnaires à la Poste depuis 2002. Et à l'heure actuelle, à la Poste, sur les 220 000 de la Poste Maison Mère, il y a un peu moins de la moitié de fonctionnaires et un peu plus de la moitié de contractuels. Voilà ce que c'est que la Poste, grosso modo. Mais la Poste, c'est évidemment aussi et surtout des métiers que font tous ces postiers. Des métiers qui sont des métiers historiques. Recevoir du courrier, le distribuer. Et des métiers historiques qui continuent à être présents. On distribue chaque année, l'année dernière, on a distribué 12 milliards de lettres. 12 milliards de lettres, c'est pas rien. Quand on dit comme une lettre à la Poste, derrière, il y a beaucoup de choses pour distribuer 12 milliards de lettres, mais en même temps que ça reste une activité extrêmement importante, c'est une activité en très fort déclin depuis de nombreuses années. Moins 6% de volume chaque année. Moins 6%, c'est une perte de chiffre d'affaires que pratiquement aucune entreprise ne connaît en restant viable. Donc, une nécessité de repenser complètement ces métiers, de repenser ces métiers historiques pour les faire autrement et de penser de nouveaux métiers. Ce n'était pas une entreprise, lorsque tout ceci est arrivé, qui n'était pas une entreprise en sureffectif. Hein. Il n'y avait pas, et il n'y a toujours pas, de sureffectif à la Poste. Mais il fallait, pour faire face à cette baisse de chiffre d'affaires, travailler autrement, faire une tournée de facteurs autrement, passer devant chaque boîte aux lettres, mais organiser la tournée différemment. Ça vous paraît simple, comme quand on n'est pas à l'hôpital, paraît simple les métiers de l'hôpital, voilà, mais ce n'est pas simple à organiser. Et pour vous prendre ce seul exemple du facteur, mais pensez aussi aux bureaux de poste, vous les avez vus se transformer physiquement, vous êtes déjà rentré évidemment plusieurs fois dans un bureau de poste, vous avez vu la transformation des bureaux de poste. Mais je vais vous prendre l'exemple du facteur. Le facteur hier, c'était quelqu'un qui faisait sa tournée très tôt le matin, il commençait sa journée de travail à trier dans un centre de tri, vers 6h30, 7h.
Et puis il partait, après avoir terminé de trier, faire sa tournée. Il terminait, on appelait ça le fini parti, avant de déjeuner. Il faisait 35 heures par semaine. Hein. Mais il avait terminé. Voilà quelle était l'organisation de sa journée de travail. Il le faisait en général 6 jours par semaine. Maintenant, pour beaucoup plus de la moitié d'entre eux, il commence sa journée un peu plus tard. Il a une pause méridienne. Il distribue du courrier, du colis, c'est pas la même chose. Dans une sacoche, c'est organisé différemment. Il fait beaucoup moins de tri. C'est fait en amont par des centres de tri industriels. Ce sont des usines, de vraies usines. Et il termine donc au milieu d'après-midi. Et il y a d'autres transformations encore dans le métier de facteur. Et par ailleurs, il fait un certain nombre de services. Aujourd'hui, 2 par semaine. Demain, il en fera 1 ou 2 par jour. Service à domicile. Voilà une transformation de métier complète. En même temps qu'on réduit le nombre de facteurs. Et il y a aujourd'hui 75 000 facteurs encore. Je vous ai décrit aussi voilà, quelles sont les transformations. Donc, de nouvelles compétences pour les métiers historiques et de nouveaux métiers aussi en même temps. Et puis, des réductions d'effectifs. Parce que face à cette baisse de chiffre d'affaires, pour arriver à ce que l'entreprise reste rentable et qu'elle ait donc un avenir, des réductions d'effectifs permises par les transformations d'organisation étaient nécessaires. Chaque année, la Poste, c'est un peu entre 6 000 et 8 000 suppressions de postes. Taux de remplacement, ça va vous parler, entre 20 et 25%. Ceci fait sans aucun licenciement. Voilà les transformations, il y en a beaucoup d'autres. Et ces transformations, elles étaient à l'œuvre déjà avant 2012. Mais ce qui a sans doute provoqué 2012, la crise qui s'est passée à ce moment-là, c'est à la fois le contexte, souvenez-vous, de France Télécom, d'une entreprise qui se transforme, mais qui se transforme mal. Mal, j'ose le dire, avec des méthodes qui n'étaient pas les méthodes qui, personnellement, me semblent nécessaires. Et possible, et humainement possible. Dans certains cas, j'avais eu l'occasion de le voir avant même qu'on en parle publiquement. Donc je peux... Et donc, une crise à France Télécom, la Poste à côté, l'ancien ministère des PTT, donc quelques événements un peu difficiles, douloureux, et ça éclate. L'ensemble des organisations syndicales en front du refus refusent non seulement de négocier, mais refusent toutes les réorganisations qui étaient en cours. Plus aucune réorganisation et transformation ne se faisait à la Poste. Dans une entreprise avec ces enjeux-là, ce n'était pas possible. Donc, il était nécessaire de reprendre les choses. Qu'est-ce qui s'était passé? Les changements, le thème gestion du changement, était à la fois indispensable, mais la gestion du changement qui était à l'œuvre n'était pas inhumaine, mais était faite avec des méthodes qui oubliaient, sans le vouloir, souvent l'humain, et qui oubliaient de faire un vrai dialogue social. Et la deuxième raison, je simplifie beaucoup pour tous ceux qui ont lu le rapport Caspar, je vous encourage à le lire d'ailleurs, la gestion RH, dans son ensemble, méritait d'être approfondie et d'être vécue et mise en œuvre partout pour les 260 000 postiers, et non pas uniquement pour ceux qui souhaitaient le mettre en œuvre. Voilà, donc les deux choses. Alors, après vous avoir un peu longuement décrit les choses, je vais vous dire quelles sont à la fois les convictions, les méthodes que nous avons essayé avec mon équipe et les managers de développer au sein de la Poste.
pour arriver à reprendre le dialogue social et à le continuer. On l'a d'ailleurs repris. On a signé un premier accord en janvier 2013. Et on n'a pas arrêté de signer des accords. Je suis partie, donc je vous disais, à la retraite. Au niveau national, on avait signé 42 accords. Et il y avait des milliers d'accords signés sur le terrain. Donc, le dialogue social, on l'a repris, on pouvait le reprendre. Et c'est ma première conviction. C'est que le dialogue social est indispensable, mais il est toujours possible. Avec quelque organisation syndicale que ce soit, avec les organisations syndicales qui sont existantes dans une entreprise. Il faut les prendre telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de discuter, de les faire évoluer, mais elles sont là, elles sont le reflet de ce que les salariés ont souhaité. Ils ont voté pour elles, et donc, c'est avec elles qu'il faut négocier. Et il faut négocier, négocier, négocier. C'est ma deuxième conviction, c'est que négocier et concerter, ce n'est pas la même chose. Comme le reste de ce que je vais vous dire, parfois ça va vous paraître évident. Vous le savez déjà d'ailleurs. Mais quand on cherche à le faire vivre concrètement, ça ne l'est pas toujours. Je vous prends l'exemple de la Poste. Même si je connais un peu l'hôpital, je ne vous ai pas dit, mais avant d'être DRH, j'ai été DRH 20 ans, j'étais dans l'administration et j'ai été au ministère de la Santé. Et donc, là, je me suis aperçue à la Poste, quand j'ai pris cette fonction, que souvent on confondait les deux choses. Et que la négociation, ce qui s'appelait négociation, consistait beaucoup à arriver avec une réforme, une transformation, ou un autre domaine plus social, et puis à exposer ce qu'on avait beaucoup travaillé, le plus intelligemment possible, le plus didactiquement possible, et à essayer d'avoir sur ce point-là l'accord ou le non-désaccord des organisations syndicales, en s'appuyant plutôt sur certaines organisations syndicales. Ben ça, ce n'est pas de la négociation. Ça, c'est au mieux de la concertation. À mon avis, même la concertation, il faut la faire autrement. Mais ce n'est surtout pas de la négociation. La négociation, ça suppose, bien sûr, de savoir où on veut aller, de se fixer des objectifs, d'en parler, mais pas d'avoir quelque chose de tout ficelé d'emblée et de ne pas le faire évoluer. Une vraie négociation. Parfois, ça surprend. Quand je suis devenue DRH de groupe La Poste et que j'ai commencé à vraiment négocier, et justement sortir de la crise, les organisations syndicales, toutes, ils me l'ont dit immédiatement ou un peu après, ils ont été décontenancés. Bah, vous ne nous dites pas tout ce que vous voulez, vous nous cachez des choses. Je dis, je ne vous cache rien. Je vous donne mes objectifs, mais comment est-ce qu'on va les atteindre? Et puis mes objectifs, je les ferai peut-être évoluer en fonction de dialogue aussi. Et comment est-ce qu'on va les atteindre? On va le travailler ensemble. On va le négocier, le concerter. Et ensemble, on a élaboré une méthode pour sortir de la crise et on a fait un accord, l'accord de 2013, qui est un accord qui s'attaque à tous les sujets de la gestion RH et de la transformation, tous, si vous avez la curiosité de le lire, mais ne prétend pas les traiter jusqu'au bout, vous imaginez, entre septembre 2012 et janvier 2013, en totalité. Nous avons imaginé quelque chose qui était de traiter tout, de se fixer ensemble les objectifs, de renvoyer sur chacun des thèmes à des négociations ultérieures et d'avoir sur chacun des thèmes, dans le premier accord, une ou deux mesures concrètes significatives. Et on est sorti comme ça de la crise. Autre chose, pour sortir de la crise, il n'y a pas de règles. Voilà, je vous explique comment moi j'ai fait, mais il n'y a pas de règles. J'ai commencé par j'ai vu chacun. Alors qu'ils avaient dit, tous ensemble, on n'y va pas. J'ai quand même vu chacun. Le dernier à qui j'ai proposé de venir me voir m'a dit « mais c'est pas possible.
on avait dit que nous ne pouvons pas, je ne viendrai qu'avec les autres. J'ai dit, mais attendez, vous refusez de venir me voir, mais tous les autres sont venus. Aucun n'en avait parlé. Et c'est à ce moment-là que les négociations ont pris, et il est venu me voir, c'était Sud. J'ai oublié de vous dire qu'à la Poste, il y a 7 organisations syndicales. Et pour vous tracer un peu le paysage syndical, avant les élections de cette fin d'année, la CGT, la première organisation syndicale, la deuxième, un peu plus de 23%, la deuxième est la CFDT, qui tangente la CGT à 21-22%, garantit pas 1 ou 2% près. Ensuite vient Sud. Sud s'est créé à la Poste, donc il y a des années, qui a un peu moins de 20%. Puis vient FO, puis CFTC, CGC et UNSA. Donc, quatrième conviction, c'est que pour faire du dialogue social, il faut qu'on ait confiance en vous. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout dire. Il y a des choses que je garde des secrètes. Mais qu'il faut dire les choses et surtout faire ce qu'on dit. Aussi bien sur les choses positives que sur les choses moins positives. Vous le faites sans doute, soit tous, soit une partie d'entre vous, mais par exemple dans une négociation salariale, moi je disais ce que je faisais s'il n'y avait pas d'accord. Et évidemment, je ne faisais pas la même chose s'il y avait les mesures unilatérales et les mesures salariales n'étaient pas les mêmes s'il n'y avait pas d'accord. Mais surtout, c'est pas ça, et je le respectais. Mais surtout, c'est pas dans ce domaine que réside le plus la confiance, c'est mettre en place ce qu'on a signé ensemble. Un accord, ça se respecte. Un accord, c'est concret. Ce ne sont pas des grandes phrases, même s'il peut y avoir des préambules et des affirmations qui sont des affirmations de concept, des affirmations idéologiques au bon sens du terme, qu'on partage, mais c'est du concret, et du concret qui transforme, du concret qui fait avancer les choses et qui apporte sur le terrain des avancées pour les personnels et pour l'entreprise. Et respecter un accord, c'est fondamental. Respecter l'ensemble de l'accord et le mettre en œuvre. Quand je vous dis respecter un accord pour 220 000 salariés, et faire en sorte, et ne pas prendre prétexte qu'il y a 220 000 salariés, 8 000 managers, que sur 8 000 managers, vous n'avez jamais, sur 8 000 managers, pareil dans toute entreprise, la totalité des managers qui sont de bonne volonté, ni excellents. Ça n'existe nulle part. Donc vous calculez, sûrement vous avez des petits ratios dans votre tête, entre 10 et 20% ne sont pas très très bons. Voilà, on les fait progresser, mais enfin ça reste. Vous calculez combien ça fait. Eh bien, vous ne devez pas admettre que même ceux-là, ils n'appliquent pas et ils ne fassent pas. Tous doivent appliquer. Et la tradition n'était pas forcément à la Poste de respecter les accords. Ce n'était pas la seule entreprise. Mais bon, on signait, puis après, on faisait, 2-3 ans après, on faisait un bilan. On voyait ce qui avait été appliqué. Puis pourquoi ça n'avait pas été appliqué. Puis on recommençait. Je dis, on fait différemment. On signe, on applique. J'ai dit ça à mes collègues du COMEX. Je n'ai pas simplement dit, je leur ai imposé. Et donc, il faut non pas simplement imposer la mise en œuvre, mais il faut aussi former, accompagner, permettre, c'est aussi une des tâches des RH, permettre que ceci se fasse, éveiller. Alors, ce que j'ai fait aussi, j'ai mis en place une alerte syndicale sur la gestion du changement, puisque dans ce premier accord, on avait mis en place une nouvelle méthode de gestion du changement qui s'appliquait, sur lequel on a formé tous les managers et tous les RH, les 8000 managers et pas les 6000 RH, il y avait 6000 RH à la Poste, mais tous les responsables RH. Donc savoir mettre en œuvre partout
la méthode de conduite du changement. Et il y avait une alerte syndicale de 2 niveaux, compte tenu de la taille. Premier niveau, au niveau de ce qu'on appelle là-bas le noyau opérationnel de déconcentration, le NOD, noyau organisationnel de déconcentration, pardon. C'est ce que vous appelleriez peut-être, c'est un peu plus que le GHT. Voilà. Et puis, au-dessus, il y avait, auprès de moi, une deuxième alerte. Si la première alerte ne satisfaisait, la réponse à la première alerte, donnée dans un délai fixé par l'accord, ne satisfaisait pas l'organisation syndicale, elle remontait auprès de moi. Ce mécanisme a permis, accouplé avec les circulaires, accouplé avec la formation, l'accompagnement, etc., a permis que la gestion du changement se mette partout en place. L'alerte syndicale valait aussi sur le respect des accords, de la même manière. Et si j'ai insisté beaucoup sur la confiance et le respect de ce qu'on signait, c'est qu'une des choses qui avait été beaucoup reprochée en 2012, c'était justement que ça ne se respectait pas, qu'il y avait une différence entre les discours et la réalité de terrain. Alors parfois, et le dialogue social, vous le savez bien, ça n'est jamais une seule vérité. Parfois, le non-respect n'est pas vraiment un non-respect. C'est-à-dire que l'organisation syndicale se plaint à tort. Ça peut exister aussi. Mais la réalité quand même vraie, c'était que ça ne l'était quand même pas dans beaucoup de cas. 5e point, c'est dialogue social et écoute du terrain sont complémentaires et indispensables. Là aussi, ça vous paraît sans doute évident, mais faire vivre l'écoute dans la négociation, l'écoute de ce que dit chaque organisation syndicale, même celle qui n'a aucune intention de signer. Je fais une parenthèse, dans les 42 accords, un certain nombre ont été unanimes, donc toutes les organisations ont signé, même Sud. Mais évidemment, tous les accords n'ont pas été signés par toutes les organisations syndicales. Donc, globalement, dans les 42, il y en a un certain nombre sur lesquels certaines organisations s'inscrivaient dès le départ en n'ayant pas forcément l'intention de signer un accord. Mais il n'empêche que ce qu'apporte chaque organisation syndicale est à écouter, à voir ce qu'il y a à retenir, comme perception des problèmes, comme perception des difficultés, voire comme solution. Et il y a toujours matière à prendre dans ce que chaque organisation syndicale dit. Mais écoute pas simplement des organisations syndicales, écoute du terrain. Parce que écoute des managers, mais pas simplement des managers. Je vous ai dit la taille de la Poste. Je demandais au RH, évidemment, de terrain, mais j'y allais, moi, d'aller sur le terrain, mais j'y allais moi-même. Et aussi, pourtant, 220 000 salariés, on pourrait se dire, on n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de temps, mais ce n'est pas un temps qu'on perd à aller sur le terrain, à discuter, à aller se rendre compte concrètement comment c'est organisé, à discuter et avec les organisations syndicales locales, et avec les postiers, et avec les managers, à voir concrètement, à comprendre comment les métiers fonctionnent, quelles sont les difficultés, à connaître les techniques, à savoir de quoi on parle. Et dans le dialogue social, savoir de quoi on parle, c'est fondamental. Parce que là aussi, on est un petit peu plus respecté. D'abord, on sait de quoi on parle, on peut concevoir des choses, et puis on est plus respecté quand on connaît effectivement les métiers. Et la 6e conviction, j'en ai encore 3. La 6e conviction et pratique, c'est qu'il faut savoir se donner des marges de manœuvre. J'avais coutume de dire au RH,
vous devez répondre aux besoins, vous ne devez pas répondre à la demande. Je vais vous expliquer ce que je mettais derrière. Nous avons, nous, RH, des demandes qui s'adressent, moi c'était mes collègues du COMEX, mon président, vous c'est c'est vos responsables, pour ceux qui ne sont pas les responsables, les DRH, vous avez des demandes, vous avez des transformations dont on vous dit qu'il faut les faire passer. Vous avez des demandes de négocier telle et telle chose. Je n'ai jamais accepté une demande telle qu'elle. Jamais. Je l'ai toujours transformée. J'ai essayé et je demandais à ce que chaque fois, on prenne cela comme cela. Pourtant, je suis restée DRH. On ne m'a pas virée. Au contraire. De transformer, alors peut-être que vous le faites déjà, mais j'ai constaté que ce n'était pas vraiment le cas à la Poste, ou trop peu d'endroits. Une transformation, ça a été conçu par des organisateurs, par du business, eh bien parfois ça doit être reconstruit. Parce que ce n'est pas faisable de cette manière-là. Donc j'ai participé, moi je demandais à être en amont, j'ai participé à la construction des transformations. J'ai modifié parfois certaines, j'ai fait modifier par mes équipes ou en dessous, des transformations. J'ai transformé des délais de mise en œuvre. Parce que parfois on voudrait, parce que ça tient plus en bas de colonne, théorique, que la transformation elle se fasse dans les 3 mois, 6 mois, 1 an. Ben, c'est pas faisable. Parfois c'est faisable, parfois ça ne l'est pas. Et moi j'expliquais, brut de décoffrage, si je puis dire, que qu'est-ce que vous voulez? Quelque chose qui est affiché mais qui ne se met pas bien en place, ou pas partout, pas dans vos délais, donc vous n'aurez pas votre bas de colonne. Si vous voulez votre bas de colonne, je parle là-dessus en financier, évidemment, en retour, il faut se donner le temps. Il faut se le donner pour des raisons éthiques, pour des raisons humaines, se donner le temps de la gestion du changement, pour que l'ensemble des personnels aient pu avoir le temps de s'inscrire dans le changement, d'être formés, de l'accepter, de s'y sentir bien et de bien le faire vivre, d'être efficace. Mais c'est comme cela aussi qu'on arrive à être rentable. Sinon, il n'y a pas de rentabilité sur le moyen terme. On n'arrive pas à faire des réformes sur le moyen terme et à transformer vraiment, au-delà des affichages, si on ne se donne pas le temps, si on ne transforme pas la transformation. Donc, répondre aux besoins, bien les comprendre, quels sont les besoins de l'entreprise, les besoins du business, et construire la réponse avec les autres, construire avec les organisations syndicales aussi la réponse. Et puis, 7e point, c'est savoir répondre aux attentes concrètes. Je me suis toujours méfiée beaucoup des grands affichages. Parfois, on succombe en disant être une entreprise exemplaire en matière de qualité de vie au travail. C'est ce qu'on me proposait au départ. Donc on était 2012. Le premier accord, c'est un accord sur la qualité qui s'intitule « Qualité de vie au travail », même s'il était beaucoup plus large que cela. Et première proposition que j'ai, y compris de mes collègues, c'est qu'on va devenir une entreprise exemplaire en qualité de vie au travail. Je dis franchement, on sort d'une critique telle qu'elle est, la réalité que vous connaissez, ce qui ne veut pas dire qu'on était une entreprise mal gérée, inhumaine, encore une fois, on était une entreprise avec des principes, des valeurs, mais on était loin d'être une entreprise exemplaire. Et on va afficher qu'on va devenir une entreprise exemplaire, mais on ne va pas être crédible. Faisons ce qu'on va faire, soyons ambitieux, mais concrètement ambitieux, et si nous devenons une entreprise exemplaire, qui peut se revendiquer comme la meilleure sur le plan national, on le fera, mais une fois qu'on aura atteint le résultat.
mais n'ayons pas des ambitions qui seraient en décalage avec ce que les postiers vivent sur le terrain concrètement. La deuxième chose pour être concret, parce que je vais là-dessus, c'est aussi de s'attaquer à des problèmes très concrets. Il faut à la fois gérer du changement, transformer les métiers, accompagner, faire des parcours professionnels, faire des mobilités, les organiser, permettre à chacun de se faire. Il n'y avait pas de mobilité ou pas beaucoup à la Poste, hein. Donc on est devenu une entreprise dans laquelle il y a des mobilités et des mobilités choisies. Beaucoup de parcours. Tout ça c'est construit, mais ce n'est pas l'objet, je ne veux pas vous raconter toute la politique RH. Si ça vous intéresse, je pourrais répondre à une ou deux questions sur le sujet. Mais on s'est attaqué aussi sur des problèmes extrêmement concrets comme les locaux professionnels. Et sur les locaux professionnels, on s'est dit, alors je n'ai pas fait d'accord sur ça, ça a été un programme, mais ça n'empêche qu'on en a parlé aussi avec les organisations syndicales. On a intitulé ça Beaux locaux, B-O-L-O-2-C-O, on s'est amusé, voilà, un petit peu de marketing, mais surtout, on s'est dit, on veut que partout, il n'y ait plus rien qui nous fasse honte. Plus rien dans lesquels un postier puisse se dire « j'ai pas envie d'y aller le matin ». Qu'est-ce que c'était ? Je vais rentrer dans le très concret. Les toilettes. Ça peut vous paraître, je suis partie du dialogue social, je suis aux toilettes. Les toilettes, il y avait encore des toilettes à la turque, à la Poste, ou d'autres choses qui n'étaient pas convenables. Les lieux de restauration, je vous ai parlé tout à l'heure des facteurs, avec la pause méridienne. Dans sa tournée, il faut manger quand on fait une pause méridienne. On est en tournée, on ne peut pas revenir forcément au centre de tri, on est en tournée. Donc, quand ça avait commencé à se faire, ce n'était pas forcément organisé. C'était, chacun était censé être responsable, c'était affiché. Donc on s'est dit non, ça ne va pas. Il faut que partout, il y ait un lieu qu'on trouve avec une mairie, avec une association, parfois même un établissement hospitalier, un lieu dans lesquels, correct, pas luxueux, correct, avec un minimum d'équipement, dans lesquels les postiers, les facteurs puissent aller déjeuner, etc., etc. Un quai de déchargement, qu'il n'y ait pas de problème et de risque de chute. Nous avons rénové comme ça, sur 2 ans, nous avons fait 13 000 opérations sur l'ensemble de la Poste, de rénovation. Et à chaque fois, localement, on mettait le avant, et lorsqu'on avait terminé, le après en photo. Concret, on avait affiché qu'on allait le faire, quels étaient les standards qu'on se fixait, et on le faisait. Deuxième chose, et dernière chose, parce que je pense que, voilà, il faut s'acheminer vers la conclusion. Vous avez vu que j'ai parlé des 7 organisations syndicales. Je vous ai dit qu'on a signé au niveau national, en quelques années, 42 accords. Certains étaient des négociations obligatoires, mais la plupart non. Je n'ai jamais considéré qu'il y avait les syndicats réformistes et les autres. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas plus signé avec la CFDT-IFO qu'avec les autres. Ce qui ne veut pas dire que j'étais, comment dirais-je, dupe, il y a des syndicalistes dans la salle, mais dupe de certains discours, y compris de ceux des syndicats réformistes. Je crois que je n'ai pas laissé à la Poste le souvenir de quelqu'un de toujours facile dans la discussion, mais j'ai toujours considéré que chacun pouvait apporter et qu'il fallait négliger jamais aucune organisation syndicale. Et que par ailleurs, on ne savait pas forcément à l'avance qui allait venir signer.
que dans le courant de la négociation, il pouvait arriver des organisations syndicales, une ou des organisations syndicales qu'on n'avait pas prévues forcément ou qu'on n'aurait pas spontanément prévues comme signataires. Et il m'est arrivé, et cela dans les 42 accords, d'avoir des signataires dont je n'aurais pas forcément pensé au départ qu'ils étaient signataires. Et par ailleurs, je n'ai jamais oublié que, et Jean-Paul Guillot l'a sûrement vu puisqu'il était à la commission Caspar, Jean-Paul Guillot qui interviendra tout à l'heure, que lorsque dans la commission Caspar, il y avait toutes les organisations syndicales, il y avait des positions syndicales qui s'exprimaient de manière forte et très critique. C'était la CFDT qui était le porte-parole. Et lorsqu'il y avait une amorce de dialogue et de proposition, c'était la CGT qui s'avançait avec les autres derrière. Les jeux syndicaux, les positions syndicales ne sont jamais totalement ce qu'on pense qu'elles sont de manière caricaturale. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des positions confédérales, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des positions dans chacune des entreprises, dans chacun des établissements. Mais comme je le disais aux directeurs sur le terrain, les organisations syndicales, les postiers ont voté pour elles quand ils me disaient le dialogue social au niveau national avec ce que vous signez, c'est facile. Moi, sur place, c'est des, pardon, vous me pardonnerez l'expression, mais certains me disaient c'est des sales cons. À la Poste, on parlait un peu, voilà. Je leur disais, ils ne sont pas plus sales cons que vous. Non, mais on avait du dialogue direct. Mais avec celui à qui j'ai répondu ça, on s'entendait très bien pour bien éclairer les choses. Mais je lui disais, parce qu'il me disait, mais les facteurs, quand je les vois, ils sont d'accord avec les nouveaux services, ils sont d'accord avec les évolutions telles qu'elles sont, ils ne me disent rien, etc. là-dessus. Je dis, mais ils votent pour qui, vos facteurs? Ils votent pour cela. Donc, c'est qu'ils n'osent pas vous dire, ils ne votent pas pour ceux qui vous ont dit oui. Les organisations syndicales qui vous ont dit oui. Ils ont voté pour cela. Là-dessus. Donc, ceux que vous avez en face et que vous n'aimez pas, ils expriment quelque chose que les postiers ne vous ont pas dit. Ce qui ne veut pas dire qu'ils aient raison sur chacune des choses, mais vous devez être capable d'écouter ce qu'ils font, ce qu'ils disent, et d'en tirer certaines choses et d'arriver à voir s'il n'y a pas des choses à avancer, voire à négocier, mais en tout cas des choses à retenir dans ce qu'il y a. Vous avez compris à travers mes 8 convictions et mes pratiques qui en découlent, que j'ai essayé d'illustrer, que je suis persuadée que le dialogue social, c'est indispensable. Je suis persuadée que c'est possible. J'ai en fait commencé à négocier, je ne vous l'ai pas dit, en 1983, dans le domaine de la santé, il y a longtemps, puisque j'ai commencé les négociations avec les étudiants en médecine, qui étaient pour ceux qui... Personne ne doit s'en souvenir, mais en 1983, toutes les professions de santé étaient dans la rue, et c'est moi qui négociais avec toutes les professions de santé, et que je n'ai jamais considéré que c'était perdu et qu'on pouvait arriver. J'ai commencé avec les étudiants en médecine, les internes et les chefs de clinique et puis toutes les professions de santé, et je n'ai jamais arrêté de négocier. La profession RH n'est pas uniquement le dialogue social, mais l'entreprise, comme la profession RH, passe par le dialogue social, sans organisation syndicale. Et vous avez des élections professionnelles, et je termine par là, à la fin de l'année, moi j'ai toujours veillé avec le président, avec Philippe Val, avec mes collègues du COMEX, nous avons veillé, nous nous sommes mobilisés pour qu'il y ait un taux de participation aux élections professionnelles important. Nous étions en vote électronique.
Aucune organisation syndicale n'en voulait. Nous l'avons fait partout, 220 000 personnes. Nous avons voulu, à l'époque, quand nous l'avons fait, la première fois, 2014, 70% des postiers n'avaient pas d'ordinateur à titre professionnel. Et chez eux, tous ne l'avaient pas. Hein. Taux de participation, 76%. C'était la preuve, et on en était fiers, qu'on attachait de l'importance au dialogue social et aux organisations syndicales, et c'était la preuve aussi qu'il était vivant et qu'on avait l'intention de le faire vivre. Voilà, merci de votre attention. Sylvie, François. Merci madame. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent poser une question ? Silence dans la salle. Oui, il y a un bras qui se tend. Madame ? Madame El Maradi, DRH au CH d'Erstein. Moi, c'est une question sur la réforme des statuts. Le fait, en fait, d'avoir changé la Poste en société donc privée, qui a engendré qu'à partir d'un certain période de recrutement, vous êtes passé, du coup, je pense, de droit privé, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que ça a apporté pour vous au niveau volet DRH ? Est-ce que vous avez senti plus de souplesse, le fait de ne plus avoir, on va dire, ces statuts ? Ou est-ce que pour vous, ça n'a pas changé la donne ? Alors d'abord, la Poste n'est pas devenue une entreprise privée, c'est une entreprise publique. Ses actionnaires, c'est une société anonyme depuis 2010, ses actionnaires, c'est l'État et la Caisse des dépôts. Donc c'est une entreprise publique. Le droit qui s'applique à la Poste est à la fois du droit privé et du droit public. Donc, à la Poste, nous avons des instances particulières, qui sont des instances postales. Voilà. Donc, et nous faisons aussi vivre des instances de droit privé. Nous avons du statut de droit privé et du statut de droit public. Je vous ai dit, il y a à la Poste, la maison mère, sur les 220 000, il y a à peu près 108 000 fonctionnaires. Donc, ce n'était pas une simplification. Nous gérons 2 types de statuts. Mais nous gérons. Qu'est-ce qui a permis le fait de recruter plus que, c'est depuis 2002, que des contractuels ? Donc on recrute plus que des contractuels depuis 2002. Que pour faire des parcours de carrière, des mobilités, des promotions, nous n'avons pas les règles, tout à fait les règles du privé. Sauf que nous avons un accord qui a été négocié en 2005 qui a un peu reproduit la même chose pour les uns et pour les autres. Donc il y a un peu calqué sur le droit public. Donc ça n'a pas tout transformé. Voilà, vous voyez. Personnellement, ce n'était pas la chose dont je m'occupais le plus. Vous voyez, en tant que DRH, je passais pas, j'avais des équipes sur la paye, sur la gestion administrative du personnel, sur les statuts, mais ce n'était pas les domaines sur lesquels je passais le plus de temps. J'ai négocié sur certains petits aspects, voilà, donc il y avait 4500 reclassés, voilà, qui agitaient les parlementaires, c'est les scories de la réforme de 93, vous voyez, il y avait des choses comme cela. Ça n'a pas tout transformé, ça a rendu certaines choses plus possibles que d'autres. Ça n'a pas rendu les choses plus simples parce qu'il fallait gérer deux types de statuts en même temps, et non pas un seul. On va reprendre peut-être une autre question. Quelqu'un ? Alors c'est moi qui vais la poser, si personne ne veut la poser. Quelle a été la négociation la plus difficile, la plus pénible ? Sur quel thème ? Alors c'est celle qui s'est... vous voyez, sans hésitation, réponds. Elle n'était pas pénible, je n'ai jamais considéré, sinon je n'aurais pas passé non, vous êtes une négociatrice, en effet, c'est toute votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à la Poste ? C'est dur, mais ça n'est pas pénible, c'est pas la même chose, la difficulté, la pénibilité. Donc, celle à laquelle j'attachais le plus d'importance et que j'ai commencé par rater, donc on ne réussit pas toujours. C'était la négociation qui s'est conclue par un accord en 2005 et qui s'appelle « Un avenir pour chaque postier ». Et cette négociation, c'est celle qui accompagne de 2015 jusqu'à 2020 la transformation de la Poste.
et qui accompagne avec la formation pour tous les postiers, l'évolution des compétences, les parcours de carrière, la mobilité, et qui parle aussi un peu de conditions de travail. On en a fait une après sur la... Et j'avais négocié 2014. Et j'avais voulu négocier parce que, voilà, sans doute ai-je eu tort. En tout cas, je ne suis pas arrivée. Alors qu'il y avait des élections professionnelles fin 2014. Donc j'avais commencé une négociation en mai-juin 2014. Mauvais timing. J'y suis arrivée après, avant ou après, veille d'élection. Mais cette fois-là, je n'y suis pas arrivée. Et je ne suis pas arrivée à l'époque, il fallait 30% à la Poste, hein, donc pour avoir un accord. L'accord n'a pas été signé par 30%. Il a été signé par une partie des organisations syndicales, il faisait 29%. Après les élections, il a été signé, il est devenu un accord majoritaire. J'ai un peu fait évoluer le contenu de l'accord, j'ai transformé la façon de le faire, je l'ai renégocié et nous sommes arrivés à un accord. Il faut vous dire que les élections de 2014 se sont faites sur le contenu de l'accord. Ce n'est pas moi qui l'ai organisé, bien sûr, ce sont les organisations syndicales qui ont fait les élections professionnelles, celles qui avaient signé et celles qui n'avaient pas signé, sur le contenu et les thèmes de l'accord. Et les élections professionnelles ont fait une évolution du paysage syndical à la Poste. Cette évolution du paysage syndical a permis de reprendre les négociations. Et je tenais absolument, malgré cette évolution du paysage syndical qui faisait que les organisations syndicales minoritaires qui n'avaient pas les 30% dépassaient les 30%, mais malgré les pressions de mes collègues, qui me disaient « signe avec eux maintenant », puisqu'ils ont dépassé les 30%. J'ai dit non. Si je signe uniquement avec eux, ils ont 33%. L'enjeu est tellement important que j'en veux d'autres. J'en veux d'autres parce qu'il faut qu'on entraîne davantage. Et donc j'ai négocié pour arriver à avoir une autre organisation syndicale. Je ne suis pas arrivée à avoir, j'ai failli avoir toutes sauf une, mais j'y suis pas arrivée, 2 n'ont pas signé. Voilà, on ne peut pas non plus, mais j'ai eu un accord majoritaire, et cet accord, c'est un avenir pour chaque postier. Sylvie François, merci, on peut l'applaudir, et on constate que rien n'est jamais désespéré. Merci madame.